Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On va recevoir Ludovic Rateau qui a créé une boîte qui s'appelle Ringover. Qu'est-ce que l'IA est capable de faire d'illégal aujourd'hui? Toutes les arnaques qui fonctionnaient déjà avec des êtres humains fonctionnent encore mieux. Aujourd'hui, créer une page identique à la poste, c'est 3 secondes. T'as enfoiré. Est-ce que tu aurais un conseil simple pour distinguer une vraie vidéo d'une fausse, ou alors est-ce que c'est tout bonnement impossible maintenant? En fait, c'est tellement bien fait. Aujourd'hui, tu as des outils entiers où tu vas avoir un premier agent qui va créer la vidéo, un deuxième qui va la critiquer, un troisième qui va venir modifier, un quatrième. Et en fait, on arrive avec quelque chose qui est indétectable. Quasi parfait. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, c'est indétectable. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On va recevoir Ludovic Rateau qui a créé une boîte qui s'appelle Ringover, une boîte française qui permet pour tous ceux qui ont des sociétés avec des équipes de vendeurs d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout relier avec une interface qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les ventes. Vous pouvez voir qui a appelé, combien de temps, où. Ça permet de nous aider aussi avec l'intelligence artificielle, de connaître les clients. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Et on aura Shubham Sharma, qui est un spécialiste de l'IA, qui est très suivi sur les réseaux sociaux et qui explique l'intelligence artificielle, les outils qui existent aussi aujourd'hui. On va voir où on en est aujourd'hui. Il faut savoir que ça évolue. Donc, si vous avez vu une émission sur l'intelligence artificielle il y a quelques mois, sachez qu'elle est obsolète. Chaque mois, tous les trimestres, on va dire, ça change complètement. Vous allez découvrir tout ce qu'on peut faire d'assez incroyable avec l'intelligence artificielle dans cette émission. En tout cas, merci. Juste avant de commencer, les amis, on vous met 3 vidéos par semaine sur Légende, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Ouais, il suffit juste de s'abonner sur la vidéo YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous êtes environ 150 000, 200 000, parfois même plus, chaque mois à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à le faire, ça nous aide vraiment beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'être là. Merci à toute l'équipe de préparer l'émission. On est une 40aine aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. On essaye de vous mettre 3 vidéos chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche, 3 interviews ou documentaires et une 4e interview avec l'équipe des journalistes, Légende Story le mardi, et en podcast audio aussi. Voilà, si vous nous écoutez, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. Et c'est parti. On commence direct avec Ludovic qui a créé donc Ringover et Shubham Sharma qui arrivera juste après pour nous parler, qui est spécialiste de l'IA sur Légende. On y va. Ludovic Rateau, je suis le CEO et un des cofondateurs de Ringover et aujourd'hui on va parler d'IA dans les communications pour l'entreprise. Et ben voilà, bienvenue Ludovic, je te reprends le clap du premier coup. Merci à toi de venir, c'est cool de te rencontrer. Avec plaisir. Tu as créé une boîte, vous avez 17 000 clients aujourd'hui, 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va parler d'intelligence d'IA, donc d'intelligence artificielle, dans les communications, au sens large aussi. On va approfondir le sujet de l'IA. Est-ce que ça évolue si vite que ça? Tout le monde nous dit, tiens, l'IA, quand on parle de l'IA, dans 3 mois, c'est déjà obsolète. Est-ce que c'est vrai? Alors en ce moment, c'est phénoménal. Aussi bien pour l'application sur le business, pour nos clients finaux, ou alors pour la création de logiciels, parce qu'on est une boîte justement de logiciels, la création de logiciels avec tout ce qu'on a vu, Claude, GPT, etc., ces dernières années, c'était phénoménal. Transcription en temps réel de tes conversations, plus besoin de prendre des notes, tagging automatique de tous tes appels sans jamais avoir besoin d'un calepin à côté. Phénoménal. Claude Code qui te permet de sortir des prototypes en quelques minutes. Claude, alors il y a ChatGPT, il y a Claude OpenAI, donc faut expliquer parce que Claude, tout le monde en parle depuis, je sais pas, quelques semaines, vraiment, ça en parle depuis plus longtemps pour les avertis. Moi, je ne suis qu'un simple utilisateur. Mais... Là, c'est très connu en ce moment parce que justement, il y a eu un petit phénomène justement dans la presse où donc ChatGPT qui est la version en gros d'OpenAI, Claude qui est la version de Anthropic, deux boîtes américaines. L'idée, c'est de se dire, ok. Le gouvernement américain, et plus précisément le département de la défense américaine, a voulu justement utiliser Claude pour des scénarios un peu secrets. Et en fait, Anthropic a refusé ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette levée de bouclier et que les Européens, les Américains aussi se disent en fait c'est pas si mal et tout le monde se tourne dessus. Claude Code, c'est connu depuis un moment dans le monde du logiciel parce que c'est quelque chose qu'on utilise depuis... un an ou 2, et ça marche très très bien. Ça permet de gagner du temps, d'aller beaucoup plus vite. C'est pas parfait, mais ça permet vraiment de gagner du temps. Alors, on va parler d'intelligence artificielle. On aura Shubham Sharma tout à l'heure, qui est un spécialiste d'IA, qui fait des vidéos, qui explique très très bien. On va parler des nouveautés, de jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment modifier l'économie? On entend des chiffres parfois. On voit des articles sortir avec des journalistes très sérieux qui disent que d'ici 4-5 ans, il pourrait y avoir 4 à 5 millions d'emplois
supprimé en France, supprimé ou remplacé ou modifié. C'est-à-dire que au lieu de faire le boulot A, vous allez faire le boulot B, mais vous allez contrôler le boulot A en fait via des intelligences artificielles. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que c'est que Ringover? On va parler de ton parcours juste en 2 mots, puis on va en parler plus longtemps après. Pour comprendre comment t'en es arrivé à créer Ringover, t'es passé par le ministère de la Défense, t'as fait beaucoup de... T'as une évolution assez logique finalement. Ouais. Qu'est-ce que c'est que Ringover en une phrase assez simple? En une phrase, on fait des logiciels pour les commerciaux. Tu vois, quand tu vas dans une entreprise aujourd'hui, tu vois des commerciaux avec des casques sur les oreilles. Qui appellent, qui ont leurs clients au téléphone. On est l'outil qui fait tourner ça. Donc très simplement, tu as un logiciel qui te permet, connecté à l'IA, intégré dans tes outils, d'arriver à engranger l'ensemble des conversations, que ce soit sur téléphone, visio, SMS, WhatsApp. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini le temps où tu disais « Ok, je vais juste envoyer un mail ou je vais appeler… » Tu parles sur WhatsApp au client. Tu parles sur WhatsApp, tu envoies un SMS de rappel, tu envoies un lien de meeting pour pouvoir faire une démo, signer un contrat, etc. Tu le rappelles ensuite. Et en fait, à l'ancienne, tu avais l'ancien monde, disons, le téléphone sur le bureau, voir ton forfait mobile à côté, voir ton compte WhatsApp perso, et en fait, l'entreprise ne pouvait rien suivre. Tu perdais des deals aussi parce que forcément, tu es sur plein d'opportunités en même temps, tu as plein de choses à penser, c'est une charge mentale assez dingue. Aujourd'hui, non. On va arriver à tracer l'ensemble des conversations, se dire, OK, il n'y a aucune opportunité qu'on va laisser derrière nous. C'est très simple, avec des outils comme ça permet justement de croître, de créer du business et de ne laisser aucune opportunité derrière. Et toi, tu peux écouter, en plus, quand tu es manager, tu peux voir les appels, tu peux même souffler. Il y a un truc, tu peux souffler à l'oreille du commercial, c'est-à-dire que le manager peut lui dire, attends, là, j'entends ce que tu dis, et le client l'entend pas, tiens, peut-être relance-le sur le truc. Et tu as un truc qui peut permettre... Tu m'as parlé du disque tout à l'heure, on préparait l'émission. Qu'est-ce que c'est que le disque? C'est hyper intéressant. Je vous mets des visuels si vous regardez la vidéo. Si vous nous écoutez en podcast audio, j'essaie de le décrire au mieux. Mais ça veut dire que ça te permet d'avoir des accroches avec le client. Exactement. Donc le disque, c'est en gros basé sur 4 profils émotionnels, si on peut dire, qui vont pouvoir catégoriser, j'utilise des DISC, et qui vont dominance, etc., créativité, selon votre profil émotionnel, ça va vous catégoriser dans certaines cases. Chaque case va dire, ok, par exemple, je sais pas, j'ai pas regardé Guillaume avant d'arriver, est-ce que t'es plus, je sais pas, dominance? Dans ces cas-là, t'aimes bien être direct, t'aimes bien être droit, etc. Plutôt leader, c'est les créateurs d'entreprise, c'est des gens comme ça, et ces gens-là, ils veulent pas perdre de temps. Donc il faut qu'il y ait un icebreaker. Donc comment est-ce que tu vas briser la glace avec lui? Il faut que ce soit direct, tranchant, pas lui faire perdre du temps. Il veut avoir l'opportunité directe, combien ça coûte, etc. Versus quelqu'un qui va être plutôt dans la séduction, sociale, dans la séduction, etc., qui va vouloir, prends soin de moi, viens, on discute, allons manger ensemble dans un restaurant, tu m'expliques, on prend notre temps, etc. C'est des profils qui sont complètement différents. Le bleu qui est plutôt complètement OK, carré, analytique, il veut des datas avant de prendre des décisions. Et le dernier, en fait, qui est plutôt la créativité, le jaune, qui va se dire, OK, c'est quelqu'un qui a besoin, de partager, d'aller voir peut-être un verre ensemble, etc. C'est hyper passionnant. Il y a plein de méthodes différentes. Le disque en fait partie. Et nous, on utilise le disque pour pouvoir préparer le meeting, préparer ce que tu vas dire lorsque tu vas faire un premier appel, afin de pouvoir personnaliser à fond l'interaction que tu vas avoir avec ton client ou ton prospect. Et là, ça te permet juste de te guider et de te dire, OK, au téléphone, sur quelqu'un que je ne connais pas, ou en visio, je vais pouvoir directement, en connaissant son profil, à peu près adapter la conversation à un style qu'il aurait aimé. Et combien ça coûte si on veut prendre Ringover et qu'on est... C'est pour les TPE, les très petites entreprises, moyennes et grosses. Vous avez même, je crois, des très grosses boîtes très connues. Exactement. On a commencé par les TPE et PME, donc très petites et moyennes entreprises. C'était exactement ce que nous on était. On a démarré, tu vois, à 8 personnes jusqu'à 330 maintenant. Vous êtes 330. On utilise Ringover depuis le début. C'est Ringover qui a fait la croissance de Ringover. Et se dire, OK, les TPE en premier parce que c'était le plus simple pour nous, puis les PME, puis maintenant on arrive à aller chercher des plus grands comptes. On va chercher justement des licornes, des gens aussi du CAC 40, certains, des assureurs, des courtiers en immobilier ou des agents immobiliers, ça marche très bien. En gros, toutes les personnes qui sont tout le temps au téléphone. Vous avez des grosses assurances là? En gros, AXA, ça marche très bien parce que quand vous appelez votre assureur chez AXA, vous tombez certainement sur Ringover. Donc Ringover fournit les standards vocaux, fournit les agents IA aussi. Si jamais
l'assureur n'est pas disponible, il est automatiquement remplacé par un agent IA qui va pouvoir répondre basé sur les conversations, sur l'historique des conversations, etc. Tout seul. Ça te fait gagner du temps, ça prend des notes, ça peut prendre un rendez-vous. C'est fou. Tu sais que c'est un... Et donc, t'imagines avec le deepfake, tu peux te dire, OK, je vais pouvoir cloner ma voix. Et donc, imagine demain, en fait, je t'appelle, je tombe sur ta voicemail. Au lieu d'avoir une voicemail type, comme les gros opérateurs aujourd'hui, mais en fait, il y aura ta voix clonée qui prendra, OK, je suis pas disponible, est-ce que je peux prendre un rendez-vous? En fonction de ça, ça va regarder dans ton calendrier, prendre tes disponibilités et te dire, OK, là, je suis disponible, ça vous va? Oui, boum, ça prend ton agenda. On va sur un bouleversement quand même du monde dans quelques années. Une automatisation, très forte. Après, j'entends des gens qui sont très pessimistes, c'est des discussions, et en même temps, on me rappelle souvent, on me dit, regarde, on disait la même chose, nos parents disaient la même chose, l'arrivée d'Internet, ça va tout casser, il y aura plus de boulot pour personne. L'arrivée du téléphone portable, ça va tout casser, il y aura plus de boulot. Et puis en fait, au final, on s'adapte. C'est quoi le métier qui va, d'après toi, qui est le plus en risque avec l'IA, où tu te dis, ça c'est quand même chaud pour ce métier-là, parce que comme la locomotive à vapeur, les pilotes, ils se sont fait remplacer par la locomotive électrique. Alors bon, c'est mon point de vue. Non, c'est personnel, je pense que toute la partie contenu, création de contenu, tu vois, des gens qui vont justement toute la journée créer des contenus, ça c'est très très bien fait aujourd'hui par l'IA. Tu veux dire les influenceurs ? Alors, par exemple, tous ceux les pigistes, tous les gens justement qui créent du contenu, il va falloir qu'on trouve de la valeur ajoutée à l'humain dedans, parce qu'aujourd'hui, l'IA sait très très bien générer du texte. Les développeurs, pas tous. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. On se pose beaucoup de questions sur les jeunes développeurs. Quand tu arrives, que tu sors d'école... Développeurs, ceux qui codent. Ceux qui codent, tu vois, tous les jours. Alors qu'il y a 10 ans, moi, j'entendais des gens dire, c'est le futur. Oui, c'était la ruée vers l'or. C'était génial. Fais développeur, tu auras du boulot demain, Il y a ceux qui sauront coder et ceux qui ne sauront pas coder. Et en fait, tu vois que non. Parce qu'en fait, l'IA arrivant... L'IA code aussi bien qu'un être humain aujourd'hui ? Qu'un être humain, difficile à dire. Qu'un junior, on s'en approche. Et du coup, quid dans 6 mois, dans un an et demi. Donc il y a beaucoup de métiers comme ça où je pense pas qu'ils vont tous finir sans emploi, etc. Mais il va falloir s'adapter pour se dire, OK, comment est-ce que vous arrivez très vite à l'utiliser pour que ce soit très pertinent ? Aujourd'hui, on utilise les seniors dans le monde du logiciel pour se dire, relisez le code, voyez quelles sont les erreurs qui sont faites par l'IA parce que l'IA fait des erreurs. Dans 2 ans, pas sûr. Ah ouais. Tu diras, je veux un site internet comme ça, et l'IA le fera. Ouais, mais ça, tu peux déjà le faire aujourd'hui. Avec Claude ? Oui, il y a plein d'outils sur Internet qui sont très à la mode en ce moment. Tu as un simple prompt et tu peux demander, ton site web se crée. Combien ça coûte, Ringover, si jamais on a une petite entreprise, on a juste un commercial ou 2 commerciaux qui en collaborateur, juste on essaye de s'en sortir déjà. Est-ce que ça coûte très cher ? Est-ce que c'est... Ringover, c'est facturé par utilisateur. Chaque utilisateur qui va utiliser Ringover est facturé entre 20 €. Il y a des plans qui sont supérieurs. Les prix sont publics, vous pouvez aller sur Internet. Et on facture par utilisateur parce que vraiment, c'est le fait de justement donner une ligne téléphonique à un collaborateur, qu'il ait son WhatsApp, son SMS, tout dedans. Donc tout est facturé par utilisateur. Comment vous utilisez l'IA dedans ? Parce qu'on voit le visuel, c'est très bien fait, ça peut se connecter au CRM. Pour terminer, avant de faire venir Choubab dans 2 minutes, mais qu'est-ce que c'est que le CRM ? Le CRM, c'est un outil simple utilisé par tous les commerciaux qui permet en fait de stocker toute ta base client. Okay. Donc tu retrouves tous tes contacts, ton nom, prénom, etc. Un peu comme un Excel qui te permet en fait d'avoir tous tes contacts en un clin d'œil, de pouvoir te dire ok, je suis où est-ce que j'en suis avec tel contact, est-ce que j'en suis à signature de contrat, est-ce que je l'ai appelé 1 fois, je l'ai appelé 2 fois, est-ce qu'il me répond pas, etc. Ça te permet vraiment de suivre toute ta relation commerciale ou relation client avec tes prospects ou tes clients. Toi, ton parcours est étonnant. Tu as fait des études d'ingénieur, plutôt classiques dans ton domaine, etc. C'est grâce à une émission, tu vas passer sur M6. Ouais. Et grâce à cette émission-là, tu vas te faire recruter par le ministère de la Défense. Mm-hmm. Comment ça va ? C'est quelle émission sur M6 ? Je crois que c'était Capital. C'était assez intéressant parce qu'il m'avait dit « Ok, on va faire un tournage. » Premier tournage de ma vie, j'étais encore étudiant, peut-être 4e année. Il me pose une après-midi, je crois, entière, ce qui était énorme pour un tournage. Et ils me disent « Ok, donc j'ai 3 journalistes qui arrivent et qui me disent « Je vous pose 5 numéros de téléphone, enfin 5 téléphones, faites-moi sonner les 5 numéros en même temps. » Ok, donc du coup...
je bricole un truc à l'époque qui permettait de faire sonner les 5 numéros de téléphone, voilà. Donc ils ont fait, ok, on va filmer, les 5 s'affichent en même temps, génial, mais comment vous faites? En plus, vous faites passer pour moi, etc., machin. Parce qu'on pouvait afficher le numéro de téléphone qu'on voulait. À l'époque, c'était pas réglementé. Aujourd'hui, ça s'améliore un peu. Mais tu pouvais t'appeler, tu pouvais prendre le téléphone de la mère, enregistrer dans le téléphone et appeler, marquer maman. Tu mettais maman, tu mettais mamie. À l'époque, c'était pas du tout réglementé, etc. Donc je leur montre ça, ils me disent génial, et là mes profs me disent mais où est-ce que tu as appris ça? C'est quand même pas à l'école que tu as appris ça. Je leur dis non, c'est à côté, je suis passionné, donc je regarde, j'étudie, je regarde ce qui se fait, je regarde comment ça marche, je suis hyper curieux, ça leur plaît, ils me disent ok, très bien, mes profs me disent bon, on a des gens qui aimeraient bien te rencontrer, est-ce que tu serais disponible un de ces quatre quoi? Je dis oui, bien sûr. J'arrive dans une salle, je me retrouve à l'école dans une salle et ils ferment toutes les portes. Et des gens rentrent. Et je me dis, waouh, ils ferment les portes. Voilà, on est le ministère de la Défense, on a un job pour vous, on cherche des ingénieurs dans la partie communication, téléphonie, cloud, etc. Est-ce que vous voulez venir? Et partir de l'école, du coup, être employé tout de suite? J'étais à la fin, quasiment. Ah oui, tu étais à la fin. Ça tombait bien. Ok. Toi, tu dis oui? Ouais, j'ai passé des tests, donc tous les tests phénoménaux que tu peux passer là-bas. C'est-à-dire je me rappelle, tu as des tests, tu as juste 2 boutons, oui, non, oui, non, oui, non, et ils te posent des questions. Parce que tu as déjà eu envie de tuer un canard. Franchement. Oui, non, donc tu dis non, tu vois. Ouais. Et en fait, tu as peut-être 500 questions, donc au bout d'un moment, ils vont te la reposer pour voir si tu dis toujours non. Ah, waouh. Enfin, tu vois. D'accord, fort. Donc vraiment pour essayer de déduire de ton profil si ça correspond à ce qu'ils veulent, si t'as pas un peu, je pense, des déviances. Est-ce que tu as déjà voulu arracher les ailes d'une mouche quand tu étais petit? Non. Il y a des trucs comme ça. Et donc toi, tu réponds bien puisque tu as été embauché? Bah oui, j'ai été embauché, génial. Je reste 1 an là-bas, on fait des trucs super, c'est un rêve de gosse. Hein. D'être embauché, ouais, franchement, comme ça. T'es en sous-sol, etc., c'est génial. T'es en sous-sol, tu vas plus le jour. Tu vas plus le jour, tu poses ton téléphone à l'entrée, tu le récupères à la sortie. Oui, t'as l'impression de vivre un truc un peu d'agent secret. Ouais, c'est... Et c'est intéressant ce que tu vas y faire. Oui, c'était hyper intéressant. En fait, c'est les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec les données de l'époque, on se disait, OK, comment est-ce qu'on peut analyser ce qui se passe sur les réseaux télécoms, dans les appels, etc. Et aujourd'hui, tu vois que 10-12 ans après, en fait, on fait la même chose avec de l'IA, de façon industrialisée. C'est génial, tu vois. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait là-bas où tu t'es dit, putain, génial, c'est rigolo, quoi. C'est plutôt que tu avais accès à des gens qui étaient différents. Dans quel sens? C'est des gens que tu vois pas ailleurs, c'est des gens qui sont soit qui viennent du militaire et qui ont appris sur le tas et qui donnent tout pour justement être les meilleurs, etc. Et face à eux, il y a des ingénieurs qui viennent de l'extérieur, qui sont brillants et qui essaient de se démêler un peu avec l'organisation interne. J'en garde un souvenir fascinant. Ouais, c'était secret défense que tu faisais? Confidentiel défense. Confidentiel défense. C'est le niveau juste en dessous. Ouais. Je crois que Enfin, n'importe qui fait ce métier-là est confidentiel défense. Tu vas y rester qu'1 an, ministère de la Défense. Ensuite, tu vas partir volontairement pour rejoindre, non pas, tu vas pas créer Ringover tout de suite, tu vas avoir une étape intermédiaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rejoindre BJT Partner. BJT en 3 lettres. Hein, ouais. BJT. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Startup Studio avant l'heure. C'est quoi une Startup Studio? C'est une entreprise qui lance des logiciels sur Internet et qui les autofinance. Donc, c'est-à-dire qu'on lance un logiciel, génial, on paye en gros des pubs sur Google, on a du trafic, on gagne de l'argent et ensuite on recrée d'autres logiciels. Donc on a fait ça avec par exemple Standard Facile. Donc comme son nom l'indique, ça te permettait de créer un standard vocal sur le web de façon très simple. Les prémices un peu de Ringover. Monfax.com, qui permettait d'avoir un fax au lieu d'avoir le gros boîtier machin, le gros boîtier, tu vois, et surtout les abonnements qui étaient à l'époque. C'était comme une sorte d'imprimante qui imprimait juste du texte, hein, et on pouvait s'envoyer, on mettait dans une imprimante, dans l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler une imprimante aujourd'hui, un papier, une feuille, et ça envoyait et ça sortait au numéro où vous l'avez envoyé, quoi. C'est comme d'une imprimante à une imprimante, c'était l'ancêtre du mail même. Ouais. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on te l'envoyait par mail. Donc, en gros, tu avais un numéro de téléphone, comme d'ailleurs tu avais un numéro de téléphone avec ta grosse machine, sauf que nous, on te l'envoyait directement sur ton email. Donc, c'était assez révolutionnaire à l'époque. On avait beaucoup de clients, étaient très connus là-dessus. Tu vas y passer combien de temps là-bas? Jusqu'au début de Ringover, jusqu'à 2016. Tu vas apprendre là-bas, tu vas regarder. Ouais, toi, tu as 37 ans aujourd'hui, hein, ouais. c'est ça.
Entre-temps, vous avez lancé un opérateur téléphonique à Mayotte. Tu vas faire beaucoup de choses très différentes. Comment tu peux lancer un opérateur téléphonique ? C'était un rêve de gosse d'un des fondateurs de BJT Partners. Son rêve, c'est d'avoir son réseau mobile. Donc évidemment, en France, c'est très compliqué d'avoir une licence pour être opérateur face à Orange, etc. Mais il a eu l'opportunité d'aller dans les DOM, de faire une appel d'offres pour pouvoir candidater. Et il a obtenu, il a eu une chance assez dingue, d'obtenir cette licence ARCEP qui te permet justement d'être le 4e opérateur à Mayotte. On a laissé passer un peu de temps et puis quand l'ARCEP nous a dit « Ok les gars, il faudrait vraiment déployer, on attend justement… » L'ARCEP, L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms. C'est ceux qui te donnent le droit, en fait, qui donnent des fréquences, qui te donnent le droit d'émettre, qui te donnent le droit d'être opérateur factuellement. Toi qui as bossé, au ministère de la Défense, est-ce qu'un opérateur privé, je ne parle pas d'Orange, privé, Orange c'est France Télécom, ça a changé de nom à l'époque, donc c'est étatique. Est-ce qu'un opérateur privé a la possibilité de savoir tout ce qu'on fait sur notre téléphone, les sites internet, et de savoir beaucoup de choses sur nous ? Alors, factuellement, je te parle pas, et je te dis pas qu'ils le font. Hein. Est-ce qu'ils ont la possibilité dans certains pays ? Techniquement, c'est possible. Donc c'est possible. Ah oui, techniquement c'est possible. C'est-à-dire qu'on voyait tout passer. Donc nous, c'était un réseau de test. C'était pas du tout un réseau lancé en prod. Et le réseau de test, on voyait exactement que Guillaume se déplace à tel endroit sur l'île. Donc on faisait des triangulations en fonction des pylônes. Triangulation, donc tu prends 3 pylônes. Et en gros, on sait que tu es au milieu de ces pylônes. C'est ce que fait la police. Ça s'appelle les fadettes. Ils vont chercher les fadettes. Ils localisent comme ça. On voit les SMS qui passent, on voit tes appels passer. On pourrait au besoin transcrire à la volée, écouter. D'ailleurs, quand tu as une réquisition judiciaire, c'est comme ça qu'ils font. Hein. C'est-à-dire qu'un propriétaire, un milliardaire qui s'achète un réseau téléphonique pourrait... Techniquement. C'est tactique d'avoir un opérateur téléphonique. Et est-ce qu'on peut lire des messages aujourd'hui ? Non, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on a des militaires, ils nous l'expliquent. Mais toi, comme tu es sur la partie télécom, tu es plus précis. Est-ce qu'on peut lire des messages ? Est-ce qu'un opérateur peut lire les messages sur WhatsApp, sur Signal, etc. de gens si tu es chez lui ? Alors, WhatsApp, c'est plus compliqué parce qu'ils ont implémenté un système de chiffrement end-to-end. Donc, de cryptage. Donc, en gros, ça chiffre les messages de bout en bout. Donc, normalement, personne entre les deux ne peut l'avoir. C'est pour ça que quand tu changes de téléphone, ça te dit attention, la clé de chiffrement a été changée, etc. D'accord. Telegram, je m'avancerai pas plus. Sur Signal ? Signal, c'est censé être chiffré de bout en bout. Et si on a une box d'une marque, c'est des questions qui sont légitimes de se poser. Vous êtes très nombreux à nous suivre de l'étranger, dans certains pays parfois plus compliqués, avec des gouvernements plus compliqués. Et est-ce que, par exemple, avec une box Internet, quand on envoie un message sur Signal, pareil, c'est crypté tout de suite, ou est-ce qu'ils peuvent voir un duplicata de l'écran ? Difficile à dire. Normalement, c'est chiffré de bout en bout. De toute façon, il faut mieux faire attention si vous habitez dans un pays... Après, tu peux avoir plein de choses. C'est-à-dire que tu peux même avoir des logiciels installés localement qui vont faire des imprimés écrans, enfin des screenshots de ton écran régulièrement. T'as ça qui existe. Sur ton téléphone ? Sur ton téléphone, plutôt Android, je crois, ou sur ton PC, c'est possible, tu vois. Il y a des choses comme ça. Donc, et on le faisait à l'époque, quand tu avais un keylogger, donc c'est en gros un petit logiciel malveillant que tu installes sur ton PC et qui loguait tout ce que tu écrivais sur ton clavier, bah, tu obtiens aussi l'information. Parce que ce que tu envoies sur ton Signal, en fait, tu l'as logué parce que ton clavier est logué. Tu penses que c'est faisable d'être fait en France, ce genre de truc, ou pas ? Est-ce que tu penses qu'il y a des milliardaires qui pourraient se servir, ou c'est quand même régulé ? Non, je pense que c'est très très régulé et c'est très très regardé. En plus, le fait justement que Olvid, Signal, WhatsApp fassent du chiffrement bout en bout, je pense que en plus dans l'esprit européen, on est très friand de ça, on fait attention à ça. La RGPD. Ouais, on fait attention. Sécurisation des données. Où est-ce que c'est stocké ? Vous stockez où vos données d'ailleurs avec Ringover ? Est-ce que vous stockez en France ? Parce qu'il y a un sujet, aujourd'hui beaucoup de données sont, quand on passe par des IA américaines, par exemple, là tu citais OpenAI, etc., c'est américain. Quand une société va se loguer dessus, va mettre toutes ses données. Alors il y a des sociétés où c'est pas très grave, il y a des sociétés qui sont sur des sujets un peu plus confidentiels sur l'État français. Est-ce que c'est stocké en France ou c'est stocké à l'étranger ? C'est stocké en France. Ça a été d'ailleurs une accélération pour nous phénoménale. Parce qu'en gros, quand on a vu la RGPD arriver, on s'est dit
compliqué. Est-ce que l'Europe va encore nous mettre des bâtons dans les roues ou des lois qui vont nous empêcher de nous développer, etc. C'est pas le genre. Et en fait, non. Génial. Qu'est-ce que ça disait, cette loi? Ça disait les données des clients doivent être hébergées en Europe, etc. Génial. On héberge de base les données en Europe. D'ailleurs, nous, ça aurait été plutôt un problème pour la partie États-Unis. Dès qu'on a attaqué le marché américain, c'est de se dire on ne peut pas garder que cette donnée en Europe, il faut qu'eux, on leur crée un espace pour l'Amérique. Donc, on a vraiment, depuis le début, on s'est dit nos données sont stockées en Europe, en France. Génial, misons dessus. Et encore aujourd'hui, un des arguments phares de vente de Ringover, c'est de se dire tes données sont hébergées en France par un opérateur français, une boîte française, et ça cartonne encore. Tu as codé un logiciel à l'époque en seulement 2 nuits. À partir de 2010, on utilise de plus en plus... 2 heures avec Claude maintenant, mais oui. 2 heures avec Claude? Ouais, certainement. À l'époque, qu'est-ce que c'est comme logiciel que tu as fait en 2 nuits? C'était assez nouveau, je suivais... Google Chrome, le navigateur que tout le monde utilise maintenant. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Il y avait encore des Internet Explorer, je sais pas si tu te rappelles de ça. En 2010 ouais. Il y avait même Firefox, non? Ouais, Firefox, toujours. Très bien. Et en fait... C'est fini, Firefox, non? Non. C'est encore... je crois que c'est 5% des parts de marché, peut-être, ou bon. Et Google arrivait avec une nouvelle technologie pour remplacer Flash. Donc Flash qui faisait des sites web arc-en-ciel et qui permettait de faire beaucoup de choses sur Internet. Il venait simplifier ça en disant « Ok, on peut partager le micro et la webcam. » C'était le début de Zoom. Ouais. Enfin, de ce ça qu'on fait n'existait pas, aujourd'hui. tout ça. Sans Zoom, ça n'existait pas. Zoom, au début, c'était juste un hardware génial que tu mettais sur ta télé, etc. Et après, ils sont venus sur cette partie. Ça a explosé pendant le Covid, tout pendant ça. Le Covid, exactement. Du coup, se disant, je peux partager ma webcam, je peux partager mon micro, je me suis dit, ok, donc du coup, on peut faire quelque chose de nouveau. Plutôt que d'avoir toujours une application à installer sur ton PC, dans le meilleur des cas, parce que la plupart des fournisseurs, c'était téléphone, Cisco, Yealink, Polycom, etc. Plein de noms renommés là-dessus. Ok, il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose qui permet de suivre les évolutions du marché. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le télétravail arrivait aussi dans les mœurs. Avant même le Covid, tout le monde commençait à se dire, ok, surtout dans le monde du logiciel, je veux pouvoir télétravailler de partout, je veux pouvoir travailler le matin depuis le café, je veux pouvoir avoir en fait tous mes outils disponibles dans mon PC sans que j'ai besoin de me trimballer un vieux téléphone filaire, tu vois. Donc là, ça a commencé en se disant, en fait, faisons un téléphone dans le navigateur. Et t'as intégré en 2 jours le système. Et ça marchait? Ouais, ça marchait bien. Ça marchait bien, je suis arrivé et j'ai vu Renaud, on est 3 cofondateurs de Ringover, et je dis Renaud, va sur cette URL, donc va sur ce lien, mets un casque et appelle ta femme. Il l'appelle, il numérote, donc du coup tu avais vraiment la touche 1, 2, 3, 4, 5 comme un vrai téléphone. Il l'appelle. T'avais inventé FaceTime, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment, pardon de dire le mot, mais c'était jouissif à l'époque. Parce que t'inventais un truc qui n'existait pas, tu vois. Donc tu bosses, et c'est un truc, c'est waouh. C'est l'effet waouh. Ça a été quelque chose de vraiment fou. Donc il appelle sa femme, ça se passe très bien. Il me dit, franchement, prends des devs avec toi, fais un truc. C'est comme ça qu'on a démarré Ringover. Et donc, tu as quitté BJT ou c'était le même? On a transformé l'entreprise BJT Partners, ils ont réparti le capital, parce qu'en fait, on avait plein de projets qui commençaient à décliner et sur lesquels on avait pu investir. On s'est dit, OK, on prend une décision, on investit tout sur Ringover. Donc, à partir de 2018, c'était Only Ringover, etc. On avance, grosse traction. On trouve des fonds pour aller encore plus vite, accélérer. Vous levez combien? On a levé 10 millions, puis 20 millions, donc 30 millions en tout, avec divers acteurs. On a voulu aussi choisir. C'était important pour nous d'avoir des acteurs, tu vois, on n'est pas... on vient d'un monde où c'était cool, c'était la petite maison un peu d'artistes, on faisait des barbecues dehors, on lançait des logiciels, on se faisait payer comme ça, on faisait des crêpes, on faisait à manger, on refaisait un logiciel, on vient de là, tu vois. On passe à un truc où il y a une traction énorme, tout le monde veut ça, on apprend ce que c'est que des commerciaux, on ne connaissait pas du tout. Nous, on avait l'habitude d'appuyer sur le bouton Google Publicité, tu vois, et puis en gros, les clients venaient tout seuls. Donc là, on a payé des commerciaux, on a appris ce que c'était que des avant-ventes, des chefs de projet, etc. Et puis on a scalé comme ça jusqu'à aujourd'hui 330 personnes. Et là, donc vous êtes passé de 8 à 330 ? Ouais. Et ça va être quoi qui va vous faire exploser ? Le produit phénoménal, le Covid, RGPD, le fait que toutes les entreprises du monde en ce moment cherchent à faire du nouveau business,
et pour faire du nouveau business, tu as besoin de contacter des prospects, tu as besoin d'avoir une relation forte avec tes clients, tu as besoin, quand tu vas faire un renouvellement de contrat, quand tu vas pouvoir renégocier les termes du contrat, etc., et augmenter sa valeur, tu as besoin d'outils comme Ringover. Tu dis que c'est une mine d'or, les conversations commerciales. Tu as dit ça à mes équipes quand on bossait. Ouais. Pourquoi une mine d'or d'écouter les appels? Est-ce que c'est légal d'écouter les appels des commerciaux? Ça dépend. Ça dépend. Chaque entreprise, en fait, doit signer une décharge pour que ses commerciaux autorisent le fait que, justement, ils soient écoutés. Attention, ne pas mettre des conversations qui sont privées dans la balance. Ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à optimiser le temps. On n'est pas là du tout pour donner pas pour fliquer, un flicage, quoi. Ouais. Ringover n'est pas un outil de flicage, c'est un outil hyper innovant, hyper performant pour faire du business. Donc non, c'est pas autorisé quoi qu'il arrive, il faut signer des décharges et ça se fait très bien dans l'entreprise. Pourquoi tu disais que c'était une mine d'or? Tout simplement par la quantité de données. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, quand tu as un commercial, un assureur, on prend le profil que tu veux, qui est sur l'autoroute à 130 km/h, arriver à ne pas perdre les infos qui sont contenues dans les conversations, c'est primordial. De même, on a l'habitude de dire que un commercial, en gros, qui passe son temps en moyenne au téléphone, 3-4 heures par jour, on a fait un calcul un peu savant, on s'est dit, OK, un commercial sur une année, c'est 3,5 millions de mots. 3,5 millions de mots, donc il y a beaucoup de choses qui servent à rien, mais il y a aussi des choses qui sont hyper importantes dedans. 3,5 millions de mots, c'est quoi? C'est 7 ou 8 fois Les Misérables, je crois. Donc imagine, nous, on a 17 000 clients, 100 000 utilisateurs de Ringover. Les 100 000, ça nous fait des sacrées bibliothèques, tu vois, qui sont faites tous les jours. Donc il y a des données qui sont hyper pertinentes, et quoi de mieux qu'un LLM, donc un modèle IA, pour aller chercher dans des données non structurées des infos qui sont pertinentes que tu aurais oubliées. L'idée, c'est vraiment d'arriver à servir l'entreprise au maximum. On va faire rentrer Shubham pour parler d'IA, des nouveautés. Juste à recruter 40 personnes en un an au début, ça a explosé. Est-ce que tu as un profil? Parce que tu rencontrais au début, là maintenant tu peux plus, quand tu as 300 j'en ai encore, collaborateurs. Je fais encore beaucoup d'entretiens. Et il n'y a pas que toi qui le fait. Tu es obligé d'avoir quelqu'un qui t'aide pour ça. À l'époque, est-ce qu'il y a un profil qui t'a marqué où tu t'es dit tiens... Il y en a plein, franchement, il y en a un une fois qui m'a appelé un développeur, très jeune, 19 ans je crois, vraiment très très jeune, et qui me dit ah oui, c'est vous qui codez comme les vieux? Comme les vieux, comment ça? Et je lui dis non, on essaie d'optimiser les choses parce qu'on fait du temps réel et du coup c'est très consommateur, donc on veut être le plus précis possible et faire en sorte que ça marche. Parce que ça marche, c'est plus important que de faire un code qui est beau. Il m'a dit ok, je viens demain. Génial, il est toujours là. J'en ai une autre qui était hyper intéressante. Je reçois un CV et c'était une jeune femme qui voulait nous rejoindre. Elle vient un jour, elle était gothique, les cheveux blancs, etc. Et on discute, ça se passe bien, l'entretien se passe très bien. Et elle me dit, OK, non mais j'ai quelque chose aussi à vous dire, etc. Ma passion, d'où elle vient? OK. Je dis, OK, bah, ta passion vient d'où? Elle me dit, bah, tu sais, j'ai fait beaucoup d'électronique. Moi, si je veux ce job, c'est pour pouvoir acheter sur eBay. Tu connais eBay? Acheter sur eBay des disquettes, tu sais, des lecteurs de disquettes. Parce qu'elle faisait de la musique avec. Il y a eu pas mal ça sur YouTube pendant un moment où tu pouvais faire... de la musique avec des disquettes? Ouais, tu pouvais faire Pirates des Caraïbes avec des lecteurs de disquettes, tu vois, genre complètement décalé. J'avais jamais vu ça, je me suis renseigné après, je dis waouh, ok, et je lui dis mais comment ça t'est venu, pourquoi jouer? Elle me dit bah l'électronique. Le bruit. Oui, tu veux dire le bruit du lecteur de la disquette? Ding ding ding. J'étais comme toi, j'étais scié, et en fait elle me dit ok, oui mais tu sais l'électronique pour moi c'est très très important parce que un jour mon père était devant sa télé et j'ai dû réparer sa télé parce qu'elle est tombée en panne. Donc j'ai pris sa télé, je l'ai emmenée dans ma chambre et j'ai commandé chacun des transistors qui étaient morts de ma télé pour la changer. Ma fierté c'était de pouvoir lui remettre la télé en place, qu'elle fonctionne. Je me suis dit toi tu commences demain. C'est vrai? Ouais. Elle est toujours là. Incroyable.
On va faire rentrer Shubham Sharma, qui est expert IA. C'est hyper intéressant, il fait beaucoup de vidéos sur Internet, il vulgarise, il explique l'intelligence artificielle, les nouveautés. Vous allez comprendre à quel point c'est vite obsolète, il va nous l'expliquer. Est-ce qu'on est capable de faire aussi? Il va nous raconter les choses les plus folles qu'on est capable de faire au jour du tournage. C'est assez incroyable. Donc on va faire rentrer Shubham Sharma, qui est juste derrière la porte. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Shubham. Bienvenue Shubham. Merci. On s'était déjà croisés, nous deux, il y a quelques temps. On avait déjà déjeuné ensemble. En effet. Il y a longtemps. Shubham, et comment on peut te définir? Tu es spécialiste IA, tu aides les gens à utiliser mieux leur ordinateur? C'est ça. En fait, sur ma chaîne YouTube principalement, j'explique à des boîtes et à des entrepreneurs sur comment faire pour utiliser l'IA au maximum, pour être plus optimisé dans son taf, pour être plus productif. Et je le fais dans des boîtes aussi, en entreprise, en formation, etc. Tu es très suivi maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai vu de plus en plus de monde. Et en plus, le sujet, déjà, tes vidéos sont très intéressantes. Elles expliquent très bien. Et puis, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus. Juste l'IA, ça fait combien de temps que toi, tu t'y intéresses? Je l'ai étudié en école. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique et on en parlait déjà. J'avais déjà codé une IA à l'époque dans un jeu vidéo. 2013. 2013 Ouais. L'IA, pourtant, moi, j'avais jamais entendu parler de l'IA en 2013 à l'époque. Pourtant, le machine learning, les réseaux de neurones, enfin tout ça, c'est très très vieux. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, avec ChatGPT, tout le monde en parle et tout le monde l'utilise. En tout cas, c'est ce que je me dis, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et toi, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Et des formations? Alors, pas que. J'ai YouTube. Une partie, c'est YouTube, un peu comme toi. Une autre partie, c'est un peu de sponsoring sur ma chaîne. Une autre partie, c'est les formations, les conférences dans les boîtes, etc. Et c'est quoi la première fois que tu as utilisé l'intelligence artificielle comme ChatGPT, etc. Je pense que, comme tu l'entends, donc comme ChatGPT, c'était à l'époque. Générative, on dit, c'est ça? Ouais, l'IA générative, l'IA qui écrit du texte en tout cas. Je l'avais utilisé sur copy.ai. C'était une boîte qui permettait d'écrire du texte. Et donc il y avait plein de copywriters, plein de rédacteurs, plein de traducteurs qui utilisaient ça derrière en soum soum, sans le dire. Et pourtant qui faisaient croire que c'était bien eux qui le faisaient. Ah, c'est vrai? Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu regardes un post LinkedIn, quand tu regardes des posts comme ça, il n'y a plus personne qui écrit. C'est que de l'IA. C'est horrible, c'est des IA qui se parlent entre elles. Et au bout d'un moment, même les commentaires, genre... en effet, je pense que tu as raison. Et, ah bon? Non, mais je veux dire, le genre de commentaires où tu le vois cramer de très loin que c'est des IA, mais avec des bons prompts, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent à ne pas divulguer que c'est des intelligences artificielles. Toi, tu l'utilises comment au quotidien? Quel truc t'as de vraiment bien sur ton Mac, qui est vraiment cool à utiliser au quotidien et qui t'aide avec l'IA? Alors, il y a... Aujourd'hui, donc, moi, je dicte tout à l'IA. Ça veut dire que... Tu dictes tout? C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire, je dicte, j'utilise un outil qui s'appelle Whisperflow. Même tes mails? Tout. Et puis, selon si je suis dans l'application mail, selon si je suis sur un outil d'écriture de texte, etc., ça va comprendre et ça va changer la manière. Ça va même comprendre la manière dont mon interlocuteur a écrit son mail et essayer de matcher un peu, essayer pour avoir une réponse à peu près au même niveau, voilà, si du c'est du vouvoiement, langage soutenu, etc. Ah, c'est vrai? Du français ou de l'anglais. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Mais ça, Toi, tu connais Ludovic, tout ça? Oui, j'adore. Ouais. Attends, tu adaptes ton langage? Ouais. Par exemple, si c'est un grand patron qui t'écrit, tu vas avoir un peu comme le disque Bernard tout à l'heure, Arnault qui t'écrit de manière très soutenue, tu vas pas répondre pareil Exactement. que si c'est un pote de 10 ans pour un barbecue. Donc tu vas adapter ton langage. Et donc toi, tu vas dicter ton mail et en fonction du mail reçu, ça va adapter la réponse. Exact. Putain, Parce que c'est ça lit bien, tout. Ça, c'est, on va dire, je pense que je dois appuyer sur cette touche au moins 1000 fois par jour. Enfin, je sais pas combien de fois je dicte. Mais après, sinon, je pense que un des gros... Comment ça s'appelle ce truc, excuse-moi? Alors, il y en a plusieurs. Il y a Whisperflow. Il y a Super Whisper. Mais ça, c'est des trucs qui se rajoutent sur... c'est des petits sur plugins, un ordi. c'est ça? Des petites applications que tu installes qui vont venir lire ton micro et puis... Toi, t'écris tes mails, Ludovic, ou pas? Alors oui, je les écris encore. Par contre, j'aime bien le petit plugin sur Google qui permet justement de soit factoriser un peu, soit développer un peu. Ça, il le fait très bien. Ouais. Factoriser, c'est-à-dire tu le réduis complètement. Ouais. C'est vraiment plus concis, quoi. Ou alors tu le développes, quoi. Putain, c'est impressionnant. Il y avait quoi d'autre, tu disais? Maintenant que tu m'en parles, en fait, c'est vrai que j'utilise ça pour écrire, donc notamment sur WhatsApp, etc. Mais mes mails... aujourd'hui, en fait, il y a une IA qui rédige mes brouillons de mails parce qu'elle a une connaissance de tout mon contexte, donc de qu'est-ce que je fais avec ma boîte, etc. etc. Et donc, il y a un agent IA qui
qui pré-rédige tous les brouillons de mes mails, qui les pré-catégorise et qui me dit écoute, voici ce qu'il faut regarder aujourd'hui. Et ça, tu as fait OpenClaw sur Google ? Alors, justement, j'ai connecté OpenClaw. Alors, OpenClaw, c'est un outil qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, ces dernières semaines plutôt, qui est un agent IA un peu sans limite. Qui est un agent IA, c'est comme si tu avais un assistant là. Exactement. Tu disais, il te trie tes mails. Et par exemple, tu as ton propriétaire qui te dit, t'as pas payé le loyer, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas payé le loyer, monsieur, on est le 15 du mois, vous avez oublié de payer le loyer depuis 15 jours, c'est n'importe quoi. Et ben toi, il va te dire, j'ai déjà préparé la réponse, désolé, monsieur machin, je vais procéder au virement bientôt, etc. C'est ce genre de truc là. Déjà, je discute avec lui sur un genre de WhatsApp, tu vois, qui s'appelle Telegram. Et tous les jours, il m'écrit, il trie ma boîte mail 2 fois par jour. Et en fait, il me met des grosses alertes rouges. Et quand ça fait assez de fois que j'ai pas regardé, il m'appelle. Ton assistant IA ? Ouais. Mais je te crois pas. Je te jure. Mais attends, mais c'est exceptionnel ça. Et ben, je peux te montrer rapidement, grossièrement à quoi ça ressemble, mais il va venir me voir, il me dit ouais, là la carte est pas passée, là il faut que tu aies une signature électronique à faire, etc. Ça va te sélectionner tes mails les plus importants. Ouais. Je vais rarement sur Gmail maintenant. En fait, généralement, je lui dis, vas-y, ça, réponds ça, ça, mets ça ici, etc. Putain. Ouais. Et tu lui parles sur Telegram. Ouais. C'est une discussion WhatsApp comme à un pote. Exactement. Et du coup, ce que tu peux faire avec OpenClaw, c'est que tu peux avoir plein de sous-agents. Genre un agent un peu généraliste qui va être le CEO de ta boîte ou quoi que ce soit. Un agent qui va être uniquement pour les sponsors, par exemple. Un agent dont le but, c'est juste de regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Typiquement, par exemple, je fais un peu d'immobilier, il va me sélectionner des annonces immobilières qui sont un peu cool, qui respectent un certain critère, etc. Ouais, tu utilises pour tes vidéos YouTube aussi, on va en parler avant. Ouais. Tu as ramené ton ordi, tu voulais nous montrer ton Mac. Ouais, je peux tu voulais montrer, nous montrer quelque chose. On attrape le Mac. Ça y est, on a pris le Mac. Et tu utilises des agents IA, Ludovic, aussi, comme ça ? Alors moi, oui, mais pas à ce niveau-là. J'avoue que ne plus taper du tout sur le clavier, c'est bluffant. Mais oui, on utilise partout. On utilise dans le développement, on utilise, tu disais tout à l'heure, nous on a décidé aussi, c'est un changement de paradigme pour nous parce que boîte du logiciel, tu as des développeurs qui, en effet, tu le disais, tu as 100 développeurs. Bon, aujourd'hui, je pense pas qu'on en est tout de suite à une nécessité d'avoir 10 fois moins. Est-ce que ça va venir? Peut-être. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu en avance de phase là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a mis donc Cursor, qui est un logiciel pour les devs et qui nous permet aussi d'analyser quelle est la consommation, comment est-ce qu'ils l'utilisent, comment est-ce qu'ils vont faire les tests dessus. Et ce qui est en train de se transformer sur le marché, c'est qu'on commence à se dire, tout ce qui avait été établi comme organisation dans les boîtes, de se dire, OK, il y a un product manager qui va gérer justement toutes les spécifications du produit, etc. Tu as le développeur qui va coder finalement l'application, le site web, etc. Peut-être que tu as le testeur qui va juste tester l'application si elle correspond à ce qui a été demandé. En fait, ces métiers-là vont devenir de plus en plus ensemble et on va peut-être travailler justement beaucoup plus avec de l'IA. Après, ce que j'aimais bien dans ce que tu as dit, c'est peut-être que c'est une nouvelle façon aussi de travailler. C'est-à-dire que dans le temps, sur le dev, on travaillait avec de l'assembleur, avec du C, avec des langages qui sont presque moins utilisés, en tout cas du grand public aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec du JavaScript, du Python, etc. Est-ce que demain, on ne va pas juste en fait, apprendre à travailler avec Cursor, avec n'importe quel LLM, Claude, GPT, et sera le système, sera l'interface homme-machine, comme on dit, qui permettra en fait de développer les fonctionnalités ou les choses tous les jours. Mais est-ce que c'est pas juste un changement de dimension? Vous y connaissez tous les deux. C'est ça le truc aussi. C'est que là, vous me parlez de plugins, de machin. Si on est comme moi, chez vous, vous y connaissez pas trop. Comment est-ce qu'on apprend à installer justement ce genre d'application sur son ordi, sur Telegram, avoir une conversation? Comment est-ce qu'on apprend à faire ça? En regardant ta chaîne YouTube, tu vas me dire, t'expliques ça? Je t'explique un petit peu, en effet. Je forme un peu sur le sujet, genre comment installer OpenClaw, etc. T'expliques les grandes lignes? Non, j'ai une formation complète sur OpenClaw, par exemple. Néanmoins, je dis aussi qu'aujourd'hui, on est sur des sables mouvants. OpenClaw, c'était, il y a 3 semaines, c'était incroyable, et ça l'est toujours. Depuis, il y a eu 2-3 problématiques de sécurité, comme tu peux t'imaginer, un agent IA qui a accès à tes mails. Donc, est-ce que tout le monde a la capacité de comprendre déjà dans quoi on met les mains? Ça veut dire que dans tes mails, tu as toute ta vie. Tu vois, j'imagine que dans tes mails, tu as beaucoup de choses. Des IBAN, des trucs qui traînent, des RIB. Et du coup, ça veut aussi dire que faut être conscient des risques que tu prends et aussi savoir les monitorer, donc les regarder et les gérer aussi. Donc, je ne conseillerais pas à
monsieur, madame, n'importe qui viennent d'arriver avec un ordinateur, d'installer OpenClaw tout de suite. Ouais, non, c'est Parce un peu que, trop. on va dire qu'il y a des étages avant. Et c'est une des erreurs que la plupart des gens font, c'est arriver direct et vouloir viser le truc top du top du top. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc c'est pas si facile que ça à apprendre. Ouais. Et ça va être aujourd'hui, le problème c'est qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a des formations pour l'IA? Est-ce que quand on prend Ringover, il y a quelqu'un qui nous explique comment l'utiliser au départ? Alors, le but, c'est justement normalement que tu n'aies pas besoin qu'on C'est t'apprenne intuitif. quoi que ce soit hyper intuitif. Une des caractéristiques de Ringover, c'est que tu arrives, tu travailles. Si tu sais pas comment faire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a mal fait notre boulot. Donc en gros, oui, bien sûr que tu as des gens qui vont t'aider et qui vont pouvoir te faire des formations, mais sinon, tu dois pouvoir arriver normalement. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un téléphone dans le navigateur, c'est simple. Tu as Une interface, quoi. Ouais, c'est pas compliqué. L'interface, elle est très, un très bouton simple. vert, voilà. En revanche, si on revient dessus, j'ai une anecdote pour toi, c'est j'ai eu le cas avec mon père. Donc mon père, il a 70 ans plus. Pour lui, GPT, il connaît pas. OpenClaw, encore moins. Je sais pas s'il le connaîtra un jour. En tout cas, je lui dis, OK, commence par tout ce que tu posais comme question à Google, pose-le dans GPT. Vois ce qu'il te répond. Et il me dit, ah, c'est vachement bien, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Étape 2, j'aime même faire du bricolage. Ça marche aussi pour le jardinage. Demande à GPT, on doit faire un poulailler. Demande-lui de nous faire tous les plans sur mesure d'un poulailler, je sais pas, n'importe quoi, de 1 mètre par 1 mètre, etc. Il le fait, il voit, il lui fait la liste de « Ok, tu as besoin de tels outils, tu as besoin de ça comme découpe sur tes différents plans de travail et tes tasseaux, etc. » Ok, on va à l'enseigne de bricolage, on achète l'ensemble des choses qui sont demandées par GPT. Voilà, il a vu l'application en 2 secondes. Il me dit « Ah ouais, mais avant, je le faisais en calculant. » Ouais, mais là, tu l'as en 2 secondes, ça marche. Ça ne nous oblige pas. Maintenant, on peut ne plus réfléchir. On n'est plus obligé de réfléchir. Alors, je ne sais pas s'il faut aller là-dessus, parce que si on se met l'humanité à plus réfléchir, on c'est ça va le problème, dans le c'est mur. qu'est-ce qu'on ne réfléchit pas beaucoup moins grâce à l'IA? Parce qu'on n'a pas tout de suite, c'est ça. Est-ce Avant, que il fallait quand même. Avant, il fallait chercher dans des livres, il fallait voir des encyclopédies, il fallait chercher à la page, il fallait trouver l'information, il fallait aller chercher à la page. main, et après, il y a eu la calculatrice. Exactement. Il fallait que tu fasses des formules à la main et des doubles intégrales, et après... Maintenant, on va beaucoup plus vite, mais est-ce que c'est mieux? C'est toujours ça le même sujet. Tu voulais nous montrer quelque chose, pardon. Mais ouais, ce que je voulais montrer, c'était sur l'exemple de tout à l'heure, sur le triage de mails. Là, tu vois, tu as une interface qui est Telegram, qui est un espèce de WhatsApp. Oui. Donc, tu vois, il m'écrit des trucs. Ici, il vient me dire, il me dit, OK, triage email, 9 emails traités. Donc, il passe 2 fois par jour. Attends, tu dis traité, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu encore, ton HIA. Non, parce qu'il a l'interdiction de répondre. Oui, c'est ça. Pour plusieurs Mais sujets. il pourrait, si tu voulais. Ah oui. Incroyable. Et là, par exemple, il m'a dit, écoute, je t'ai archivé 7 emails, 2 newsletters ici, de Plex et Club Alpin, 2 notifs Conto qui est ma banque, 2 notifs Penny Lane. Par contre, je t'ai gardé Penny Lane, c'est une application pour gérer les comptes. Voilà, c'est Qui ça, envoie grossièrement au des trucs. comptable les tickets, vous prenez en photo les tickets, ça envoie, c'est très pratique. Exactement. D'ailleurs, je vais en parler de comment je gère mes tickets de caisse, parce que en fait, tu as des notes de frais, etc. Souvent, tu es obligé d'ouvrir une application et tout, mais j'en parle juste après. Mais là, par exemple, il m'a gardé en email dans mon inbox, dans ma boîte de réception, 2 emails. Une confirmation d'inscription, donc il a détecté qu'il fallait une action de ma part, donc il me l'a gardé. Ministère BPF, déclaration annuelle à faire avant le 31 mai, donc ça, il l'a conscientisé qu'il va me le rappeler. Que c'est important. Et puis c'est important. Action en attente, rappel. Donc ça veut dire qu'il me l'avait déjà gardé en mémoire, mais j'avais pas trop. Pas fait. Et je l'ai pas fait. Il me dit Digital Océan, échec de paiement x2. Et ça, c'est un service que j'utilise et ma carte a dû expirer. Circle.co, échec de paiement aussi. Là, pareil. Dis donc, t'es pas bon payeur, Chouba. Je sais bien, j'ai plusieurs cartes. Parce que je teste tellement d'outils que tu vois, je mets plein de cartes. Oui, t'as des cartes. Ouais, des cartes limitées à 1 €. Provisoire. Ah ouais. oui. Je devrais pas le dire, ça, mais bon, mais c'est comme ça que ça marche. Si tu veux, parce que sinon tu te fais, tu as plein de souscriptions partout. AXA, signature, etc. Bref, ça c'est, il me dit 0 brouillon créé, 0 facture pénalisée. Parce qu'en fait, quand il détecte aussi qu'il y a une facture en pièce jointe, il l'envoie automatiquement à mon comptable. Parce que sinon, d'habitude, ce que je faisais, c'est que je regardais mes factures et puis je les envoyais un par un ou je les mettais dans un Dropbox. Enfin, dans un. Est-ce que ça te fait vraiment gagner du temps, ce système? En fait, je sais pas si tu gères tes mails, toi, ou pas. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent pas que gérer des mails n'est pas du boulot. C'est-à-dire que tu regardes, t'archives newsletter, envoyé, ah bah non, ça c'est archivé. Et en fait, c'est du temps de perdu, et c'est du temps surtout qui est masqué dans du travail ou dans de la prise de décision. Or, la réelle prise de décision, l'information, elle est là. Et donc, je vais plus du tout dans mon Gmail. J'y vais. D'ailleurs, quand j'ai une réponse à écrire, je lui dis, écris la réponse à truc. Et tu peux l'envoyer. Et je l'envoie.
D'ailleurs, truc très... C'est lui qui l'envoie là quand tu lui dis envoie-le. Ah ouais, je vais essayer de te trouver l'exemple, mais par exemple, on était au ski l'autre jour, les remontées mécaniques, elles fonctionnaient, je crois que ça a démarré à 10h30, et puis il y avait un truc, je crois que ça a démarré à 10h30, il n'y avait qu'une remontée d'ouverte. Nous, on était vénères parce qu'on est arrivé, on a fait tout ce trajet et tout, et je lui ai dit, écoute, fais un email à l'adresse en question qui est sur Internet, en disant qu'on n'est pas content et qu'on veut un remboursement. Et du coup, il écrit l'email V1. Je lui dis, OK, épice un petit peu l'email pour qu'on ait une réponse. Et on a eu les 3 remboursements. Mais c'est lui qui l'a envoyé. Ce nouveau monde me fascine et m'inquiète un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on se dit, on va où quoi? C'est-à-dire que les mails, ils vont s'échanger entre IA, on va même plus répondre aux mails. Est-ce que vous gérez les mails aussi? On gère les mails, ouais. Vous gérez les mails? On gère les mails en plus de WhatsApp, SMS, Telegram. On essaie justement de regrouper l'ensemble des conversations dans un outil simple pour justement arrêter de vivre ça. Nous, c'est plutôt des cas d'usage pour les supports, tu vois, de comment est-ce que tu automatises la réponse côté support. Du coup, chez Ringover, ce qui est intéressant, c'est comme on a l'ensemble des conversations des clients, tu vas pouvoir aller chercher dynamiquement dans les conversations l'information précise, c'est-à-dire donne-moi toutes les conversations sur lesquelles on a parlé de mon concurrent. Ah, tu peux te donner et hop, ça va te ressortir tout. Tu as les top 20 des conversations instantanément. À l'oral. À l'oral, à aussi, l'écrit, tout ce que tu veux. Et ça, tu as plein de cas d'usage. Tu peux te dire, OK, il nous manquait une fonctionnalité, va me chercher l'ensemble des clients qui m'ont parlé de cette fonctionnalité-là. Tu as, OK, je veux analyser mon support. Quels sont... J'aime bien faire ça. Quel est le top 10 des problèmes aujourd'hui que rencontrent les clients au support? Est-ce que, je sais pas, ils n'arrivent pas à nous joindre? C'est le service client, ceux qui vont justement t'aider en termes techniques derrière. Et c'est intéressant d'avoir d'avoir un peu cette prise de hauteur sur les différents sujets qu'il y a au service client en temps réel. Et ça, je l'avais pas avant. Avant, j'étais OK, je demande au responsable, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Lui-même, il a 50 personnes en dessous de lui. Comment il peut savoir chacun des cas traités? Aujourd'hui, avec les conversations, tu viens et tu vas en temps réel savoir, OK, aujourd'hui, on me parle de ça. Aujourd'hui, sur mon service client, on me parle de ça. Qu'est-ce que l'IA est capable de faire d'illégal aujourd'hui? Parce que j'imagine que c'est le Far West. Aujourd'hui, c'est le début. Tu disais, on est sur des sables mouvants. Ah ouais. C'était comme Internet il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'au début, tu avais des trucs, c'était pas contrôlé. Et puis petit à petit, il y a des réglementations qui se rajoutent. Au début, il y a jurisprudence, c'est-à-dire que c'est une sorte de flou juridique. Et puis petit à petit, l'État va contrôler, l'Europe, la France, etc. va contrôler. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les IA, tu as des trucs qu'on peut faire qui sont pas super légaux et qui existent encore aujourd'hui? Bah, en fait, quand je dis il y a tout qui est possible, donc je vais, tu vois, faire fonctionner mon imagination. Déjà, il y a eu tous ces cas de deepfake, donc notamment avec des personnes qui sont réelles, à qui on a collé la tête sur... Oui, on a fait dire à Trump ce qu'on voulait, à Poutine ce qu'on voulait. Voilà, dire, mais pas que. Faire plein de choses sur plein de types de sites différents. Évidemment, tout ce qui est... Tu parles du revenge porn, tout ça? Typiquement. C'est-à-dire que pour faire chier une ex, on va mettre sa tête sur un truc. C'est ça que tu veux dire? Exactement. Et donc, tu as eu cette partie-là, et puis tu as eu toutes les fraudes. Donc, l'autre jour, il y a un de mes potes qui me dit « Waouh, celui-là, je ne l'avais jamais vu. » C'est quoi les fraudes? Les fraudes, c'est par exemple, vous recevez un SMS avec une image, avec un paquet sur lequel il y a votre nom, et il y a le camion et il dit j'ai essayé de faire rentrer ça dans ma boîte aux lettres, mais malheureusement, c'est pas rentré. Et en fait, il y a une image, une photo avec un paquet dans lequel il y a votre nom, qui est écrit, dans lequel il y a l'adresse. Et en fait, vous êtes obligé de cliquer sur le lien. Je l'ai reçu, alors je l'ai reçu, Play Guillaume, voilà. Tu vois, vraiment, je l'ai reçu. Donc celle-là, elle tourne. C'est impressionnant. C'est insupportable. C'est-à-dire que il y a une photo d'une petite camionnette à l'arrière, c'est la même photo. Hein. C'est un logiciel, il y a marqué Mondial Relais, et moi, là, il y a marqué Play Guillaume. Et donc, le problème, c'est que moi, je suis un peu averti sur le sujet, parce que j'ai la chance de faire des émissions, de rencontrer des gens comme vous, qui sont très avertis, de faire des émissions, donc on est un peu avertis. Aguerris, peut-être pas, mais avertis. Mais mes parents, qui connaissent pas du tout l'IA, ils reçoivent ça. Ils disent, putain, il y a leur nom, etc. C'est un vrai problème. Et donc, bonjour, je suis passé un peu... donc, il connaît mon adresse exacte. Il dit, je suis passé chez vous, je n'ai pas pu le remettre car il rentrait pas dans la boîte aux lettres. Vous pouvez cliquer sur ce lien sans problème, avec le code nanana, ce qui est évidemment bullshit. Moi, je joue au con, je fais exprès, je dis, bien sûr, comment on doit faire? Et le gars me répond. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière.
Et il me dit, je ne peux rien faire sans reprogrammation, je vous ai joint l'instruction. Et du coup, je lui dis, je clique sur le lien, c'est ça, après je dois faire quoi? Et là, je lui envoie alors, et tous les jours, je renvoie un alors, pour essayer de pourrir un peu leur serveur, tu vois. Mais là, c'est une IA qui t'a répondu. C'est une arnaque. Ah, c'est une IA, tu crois? Bien sûr. Personne derrière va se dire, oh là là, celui-là, j'ai un pigeon, ça En fait, c'est pas comme ça. C'est juste qu'avant, pour faire ce genre de truc, il y avait besoin de gens qui, en effet, qui créent ces systèmes-là. Ouais. Bon, déjà, il y a l'être humain malveillant qui va imaginer ce scénario. Et en plus, derrière, il faut des gens pour répondre, etc. Aujourd'hui, avec de l'IA, tu peux tout automatiser. Donc, tu peux automatiser la création de la vignette avec ton nom, tu peux automatiser l'envoi du texto, tu peux automatiser la réponse. Mais tu peux Faites attention si ça vous arrive, d'ailleurs. Bon, en tout cas, toutes les arnaques qui fonctionnaient déjà avec des êtres humains, où c'était des êtres humains qui codaient le truc, fonctionnent encore mieux. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller cliquer sur le lien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une page de la Poste qui va s'ouvrir. Au lieu de ça va être laposte.net, ça va être laposte avec 2 e.net, quelque chose comme ça. Tu vas pas t'en rendre compte. Il y aura marqué HTTPS, etc. Tu sais, en haut, le petit cadenas là, il va être là. Mais sauf que avant, donc ça s'appelle le phishing, l'hameçonnage. Et tu vois, avant, pour faire ça, fallait qu'il y ait déjà gars quand même assez chauds ou des personnes assez chaudes pour Photoshop, fallait y aller vraiment dans le détail. Là, c'est automatique, là. Aujourd'hui, créer une page identique à la Poste, c'est 3 secondes. T'as les enfoirés. Ouais. C'est trop. Et en plus, limite meilleur que la Poste, en fait, tu vois. Et sauf que du coup, on va pas s'en rendre compte. Là, c'est des images, mais demain, dans des boîtes aujourd'hui, t'as des histoires de têtes de CEO, de visioconférences avec des faux comptes qui se connectent, avec le CEO qui parle. Enfin, c'est impressionnant. Est-ce que vous pensez que Google peut disparaître avec ce genre d'IA qui arrive, générative? Tu dis à ton père de poser une question comme il le faisait sur Google, tu as dit avant. Est-ce que vous pensez que ça pourrait disparaître à terme, Google? Je pense la boîte en elle-même, peut-être pas demain. Comme on la connaît. On la connaît. Je pense que quand on pense à Google, on pense souvent à Google Search, qui est un des produits de Google. C'est pas le seul. Ils ont YouTube, par exemple. Ils ont YouTube, ils ont surtout Google Cloud Platform, qui est la partie serveur. Gmail. Il y a Gmail. Et vous pouvez stocker vos mails dans le cloud. Exactement. En tout cas, il y a plein de produits. Mais Google Search, qui est un des produits de Google, en effet, on voit qu'il change de forme. Ça veut dire que les réflexes qu'on a d'aller sur Google sont plus les mêmes. Les gens maintenant vont sur ChatGPT, les jeunes vont sur autre chose, etc. Donc oui, ça va disparaître, mais en même temps, ils ont leur propre moteur, ou en tout cas leur propre système qui existe, qui s'appelle Gemini. Ça veut dire que quand aujourd'hui tu tapes une requête sur Google, tu as peut-être regardé, il y a ça s'appelle la prévisualisation IA. Donc en fait, ils te donnent déjà la réponse. Donc ils sont en train d'essayer Ils se réadaptent. Ils se réadaptent, mais néanmoins, on voit quand même une croissance de la recherche sur les Claude, les ChatGPT, etc. Ça s'appelle le GEO. Et ça, mine de rien, ça change la donne pour les boîtes. C'est-à-dire que là où avant, on devait vraiment tout faire pour être premier sur Google, pour pouvoir avoir du trafic, aujourd'hui, déjà 60% du trafic qui arrive même sur Google n'est pas cliqué parce qu'il y a la prévisualisation, en fait, l'information qu'on recherche. Donc, si tu vas regarder meilleur coiffeur à Paris, au lieu de tomber sur le site du meilleur coiffeur à Paris sur lequel tu vas cliquer et la personne sera contente, elle aura du trafic, en fait là il te donne juste le nom du meilleur coiffeur et c'est terminé. Du coup on n'a même pas été sur le site. Et surtout pour ressortir sur le résultat du meilleur coiffeur à Paris, il y a du travail. Parce que du coup la manière de référencer nos sites internet n'est plus du tout la même. Est-ce que toi, c'est une inquiétude, Ludovic? Tu as une grosse société aujourd'hui, vous avez 17 000 clients, 44 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, pour donner quelques chiffres. Quand c'est autour de l'IA, est-ce qu'on a peur de se faire manger par l'IA? Est-ce qu'on a peur d'être doublé par son propre monstre? Tu vois ce que j'ai... on parle tu vois ce que j'ai... Enfin, ouais, monstre, je rigole quand je dis ce mot-là, mais... Non, mais c'est vrai. En fait, on parle même de SaaSpocalypse, nous. Donc, en gros, SaaSpocalypse. Alors, ça veut dire apocalypse, bon, tout le monde connaît, et SaaS, donc le monde du logiciel. SaaSpocalypse. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on se dit, OK, donc n'importe qui maintenant, on peut reprendre le terme garage, peut refaire en fait ton application tout seul. Et comme tu disais très bien, il n'y a plus besoin d'employer quiconque, tu peux y arriver. Tout est possible, mais il pouvait le faire aussi avant. Bien sûr que c'est accéléré avec l'IA. Il ne faut pas avoir non plus peur de son ombre. Il faut arriver à travailler, s'adapter et continuer à servir ses clients. Tu fais des gros séminaires. Ouais. Vous partez, c'est un truc d'équipe, t'aimes bien. Ouais. On voit à la plage, là, il y a une grosse équipe, 330 personnes, t'emmènes tout le monde. Ouais, c'est quelque chose qu'on a dans l'ADN de Ringover.
On fait régulièrement, tous les ans, en fait, des meetings tous ensemble, des soirées tous ensemble. On aime bien faire la fête. Mais il y a un moment privilégié dans l'année où on part 2-3 jours tous ensemble, où on fait une super soirée. Et en fait, ça permet aussi de créer des liens avec des gens que tu vois pas tous les jours. Quand tu les vois que à distance, c'est pas pareil. Tu vois pas l'énergie positive au jour le jour. Tu vois pas... parfois, des fois, quand ça va pas et que tu es en télétravail, c'est pas pareil que d'être à côté de ton collègue et tu dis bon, ok, ça va pas, mais on va surmonter le truc. Du coup, ce moment-là est hyper important. C'est un moment où on fait aussi une keynote, un peu comme Apple ou les géants américains. Tu vois, je suis sur scène, je présente les nouveautés, qu'est-ce qu'on va faire. On va parler de vidéo meeting pour les sales, pour les commerciaux, pardon. Donc oui, c'est hyper important. C'est un moment un peu, je ne vais pas dire religieux, mais en tout cas où tout le monde attend ça avec impatience, de se dire qu'est-ce qui arrive après, c'est quoi la vision. La vision, c'est quelque chose qui emmène les gens, qui embarque les gens. Je pense que c'est hyper important et c'est ce moment-là qu'on veut partager avec eux, même si après il y a des soirées, etc. Il y a des photos de toi, tu te déguises en Doc de Retour vers le futur. Ouais. Tu te déguises... Ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je leur ai lu en direct je leur ai lu une lettre du futur. En disant, tu leur as lu? Ah, ouais, c'est marrant ça. Non, c'est vrai. Et donc du coup, on fait un super montage en IA, etc. Ouais, t'avais les lunettes et tout. Je sais pas comment t'as trouvé ces lunettes là. Bah mon marketing, génial. Et en fait, ils ont fait une super vidéo de moi en train de conduire une DeLorean, exactement comme dans Retour à le futur, tout en IA. Ça rend vachement bien. Je m'étais jamais vu dedans. J'arrive. Je sors déguisé juste après la vidéo, donc tout le monde était là, waouh, ah ouais, ok. Et ça a été un moment où j'ai pu leur lire, ok, on est en 2028, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, voilà la perte de l'entreprise, voilà où on va, et ça donne une vraie vision de se dire, ok, comment est-ce qu'on va gravir les échelons tous ensemble et comment est-ce qu'on va grandir. T'avais dit un truc aussi, si tu veux bien, avant de partir. Tu parlais d'une IA, d'une intelligence artificielle 100% autonome qui pouvait créer des entreprises. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. C'est-à-dire que tu peux créer des business, demander totalement une idée de business, c'est-à-dire 100% autonome, c'est-à-dire quoi? Donc, depuis quelques semaines, là, on voit arriver une certaine tendance sur X principalement, où il y a des gens qui postent sur Twitter, qui postent leur performance de chiffre d'affaires avec des boîtes qui sont 100% démarrées par des agents. Et donc, ce que ça fait... Par de l'IA? Par de l'IA. Donc, il y a par exemple une boîte qui s'appelle Polzia, P-O-L-S-I-A, qui... Tu lui dis, j'ai envie de créer une boîte de prod, enfin, j'ai envie de créer un outil qui va aider les boîtes de prod à sortir plus d'émissions. Il va faire OK. Donc, il y a un CEO qui arrive, qui va prendre un CTO, qui va prendre un directeur général, qui va recruter ses employés qui vont être des sous-agents. Et puis derrière, ça te crée une page, ça te crée un nom de domaine, donc le quequechose.com. Ça te commence à envoyer des mails de prospection. Mais tu rigoles. Ça commence à dépenser de l'argent pour créer des pubs. Ah donc tu peux lui mettre un budget? Il a un budget. Non, tu rigoles. Donc tu dis, par exemple, j'ai 5 000 € pour lancer une boîte, trouve-moi un... Il y en a qui doivent en faire plein, là. Mais en ce moment, c'est la folie. Aujourd'hui, en ce moment, tu tapes sur X Polzia, sur Twitter Polzia ou Nanocorp, qui est un concurrent, ou Paperclip, par exemple. Et en fait, c'est des boîtes dont le seul but, c'est d'être 100% autonome. Il y a une structure de boîte. Il n'y a personne derrière. Il y a toi qui va donner une instruction. C'est tout. Mais du coup, toute la nuit, il va bosser. Il va ajouter sur LinkedIn, qui est le réseau social de pro, des gens. Il va leur envoyer des messages vocaux. C'est impressionnant. Et ça, c'est un peu le nouveau truc qui est en train d'arriver, qui est un peu flippant, parce que tu vois que tu es parti dormir. Le lendemain, tu as des pages web 100% dispo, et il y a même des gens, alors il faut faire attention parce que sur Twitter il y a aussi du faux et du vrai, il y a plein de gens qui font monter la sauce pour rien, mais il y a des gens qui en fait du jour au lendemain ont commencé à recevoir de l'argent parce qu'il avait créé un faux PDF, enfin un PDF qui vendait en ligne pour expliquer comment créer des boîtes, etc. quoi. Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste toi, sur l'arrivée de l'IA pour la France? Je parle pour nous. Pour la France? Pour la France dans les 5 ans. Alors, je ne suis pas expert du sujet. Non, mais tu as un avis personnel. Bien sûr. Moi, je fais partie des optimistes, pour plusieurs raisons. Je trouve que aujourd'hui, un job, c'est une suite de tâches que tu fais. Si tu demandes à n'importe qui ici, les 40 personnes qui bossent, tu vois, ils ont une suite de tâches. Une to-do list. Une to-do list. Une liste de choses à faire. Voilà. Donc, sauf qu'il y a des trucs qui sont clairement pas fun, qui nous apportent rien, qui prennent notre temps. Cliquer, déposer des trucs. Oui, il y a des trucs plus rigolos que d'autres à faire la journée. Et puis, faire fonctionner notre cerveau créativement parlant, c'est quand même plus sympa que d'aller éditer du texte sur une feuille. Je trouve que l'IA est un super outil pour enlever ces tâches. Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'on est dans un monde
quand même, qui est drivé par le profit, etc., on va vouloir optimiser ça. Et du coup, à partir de quel moment tu vas dire, OK, non, on va garder la team, on va garder l'équipe parce que en fait, on s'aime bien, etc. Oui, ou alors il y a des mecs qui vont dire, on n'a plus rien à foutre des gens. Exactement, ils vont se dire, attends. Moi, ma boîte, je peux la créer en une personne parce que j'ai un agent X, un agent Y et un agent Z. Pourquoi je fais... Et donc, il y a un moment donné, il va y avoir un petit clash qui va être obligatoire, mais on sera obligé de passer par là. Et je pense que c'est pour un monde meilleur parce qu'au final, en tant qu'être humain, on se concentre sur des trucs qui nous font kiffer et pas sur des trucs genre cliquer, déposer, quoi. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du terme bullshit jobs. Aujourd'hui, dans plein de cabinets de conseil, dans des home buildings, etc. En fait, avant même l'IA, il y avait plein de gens qui se plaignaient, qui savaient qu'ils avaient un boulot dans lequel ils savaient qu'ils ne servaient pas à grand-chose. Et pourtant, ils étaient là. Une planque. Une planque, mais pas que. On appelait ça une planque avant. Ouais, mais en fait, ils devaient faire des choses, ils devaient faire des slides, ils devaient les présenter, mais ils étaient dans un système où il fallait absolument que pour justifier le job de trucs, il fallait qu'ils fassent des slides, pour justifier le budget de 2026, etc., etc. Tout ça, je pense qu'il y aura moins de tout ça. Ça va écrémer. C'est horrible de dire ça, mais je pense pas que ça va... Non, mais c'est-à-dire qu'on fera en tout cas, autre ça va chose. nous pousser. Ça va nous pousser. Après, en France, on est assez protégé avec ça, tu vois, parce qu'il y a un système, etc. Mais aux US, c'est impressionnant ce qui est en train de se passer. C'est même flippant où du jour au lendemain, Meta vire des gens parce qu'ils se disent, on a une nouvelle manière de travailler. Question, est-ce que tu aurais un conseil? Parfois, on peut se faire tout savoir. On regarde X sur Twitter, anciennement, on peut regarder sur Facebook, sur Insta, partout. Parfois, on peut avoir un doute sur la véracité d'une vidéo. Ça nous est tous arrivé de regarder une vidéo en disant, avec un animal, il fait un truc, j'en sais rien, il attaque quelqu'un, ou un serpent qui attaque un autre animal, etc. On ne sait jamais, c'est de plus en plus difficile, à l'œil nu, de savoir si c'est une vraie vidéo ou de l'IA. Est-ce que tu aurais un conseil simple pour distinguer une vraie vidéo d'une fausse, ou alors est-ce que c'est tout bonnement impossible maintenant? S'il y a quelqu'un d'assez bon qui a fait la vidéo, c'est quasi impossible. Parce qu'avant, il y avait 6 doigts. Donc, oui. Mais les modèles deviennent... C'était beaucoup plus facile. Tu avais 6 doigts. La personne en tombant, tu trouvais que sa jambe, elle se transformait en canard. Et en fait, maintenant, c'est de moins en... En fait, c'est tellement bien fait. Aujourd'hui, tu as des outils entiers où tu vas avoir un premier agent qui va créer la vidéo, un deuxième qui va la critiquer, un troisième qui va venir modifier, un quatrième... Et en fait, on arrive avec quelque chose qui est quasi parfait. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, c'est indétectable. Et c'est extrêmement flippant. Parce que, en fait, tu ne peux plus savoir. Qui nous aide, mais en fait, on ne peut pas. On peut pas. Il n'y a pas de logiciel, aujourd'hui, il n'y a pas une application, un truc très simple sur lequel tu copies-colles ta vidéo ou l'URL et ça te dit tout de suite, tu sais, avec un logiciel que nous, on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui détecte de l'IA encore. Alors, on commence à avoir des initiatives qui ont été lancées notamment par Google, etc., de dire, écoutez, nous, toute photo qui va être générée par nous, on met un espèce de... Oui, mais c'est que généré par eux. Exactement. Donc, et derrière, il y a marqué généré par l'IA, mais... Voilà. Non, mais même à l'intérieur, dans le fichier même, il y aurait quelque chose, donc un espèce de plaque d'immatriculation, voilà, mais qui serait invisible à l'œil nu, qui permettrait aux ordinateurs de comprendre et de détecter. Mais sauf que c'est toujours un peu le chat et la souris. Ça veut dire que c'est les IA qui détectent, c'est les IA qui créent. Mais en fait, il y a plus d'efforts qui est quand même mis à créer qu'à détecter. Donc en fait, ça sera, selon moi, jamais résolu. Je voulais qu'on parle, pour terminer, si tu veux bien, sur la guerre des données. Aujourd'hui, c'est une inquiétude dans l'IA, quand on rentre des données, quand on met, tu sais, par exemple, aujourd'hui, on peut même se faire aider comme un comptable sur l'IA. On met toutes ces données personnelles. Comment est-ce qu'on sécurise les données? On va revenir sur Ringover, mais comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu as comme information là-dessus? Déjà, je pense qu'il faut partir du principe qu'à partir du moment où tu mets une donnée sur un modèle, genre, ouvert, non pas ouvert, mais les trucs américains. Ouais, sur un ChatGPT, sur un Claude, etc. Cette donnée t'appartient plus. Voilà. À partir du moment où tu mets quelque chose sur Internet, ça ne t'appartient plus parce que tous ces modèles ont utilisé Internet pour pouvoir devenir intelligents. Donc déjà, c'est le minimum à savoir. C'est-à-dire si tu penses que tu mets une donnée dedans, tu mets de la data, des infos comptables, etc., et que tu penses que ça ne va pas être utilisé, pour moi, c'est une erreur. Après, une des super stratégies, c'est de l'anonymisation. Ça veut dire qu'au moment où tu veux mettre ton bilan comptable, et puis, ou alors la liste de tes clients, et puis que ça te fasse des graphiques, etc., ce que beaucoup de gens font aujourd'hui dans les boîtes, tu peux l'anonymiser. La réalité du terrain, c'est qu'il y en a très peu qui le font. Parce que le coût de le faire, VS, ce que ça représente d'avoir ce super graphique qui a été fait en 2 secondes, sur lesquels je passais 2 jours avant, il
il est énorme. Du coup, personne ne le fait. Parce que sans dire les choses à une IA, aujourd'hui, moi, j'ai ChatGPT, par exemple, je vais poser une question, je vais dire, tiens, quel est le dernier film de Gérard Jugnot ? On a reçu Gérard Jugnot, quel est le dernier film, quel est le film qui a le mieux marché de Gérard Jugnot, le moins marché, le plus gros score, etc. Ça me permet d'avoir un peu de contenu et de prendre des chiffres. Il me dit, ça serait une super idée que tu reçoives Gérard Jugnot sur Légende. Mais je ne vais pas du tout demander ça. C'est-à-dire qu'il sait que j'ai déjà posé des questions sur Légende, il a compris que c'était moi qui animais l'émission Légende, et donc il me dit, tiens, ça serait bien. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même des informations, même quand tu ne les dis pas, il les croise. Exactement. En fait, il a une mémoire, donc chaque outil a une mémoire qui est alimentée au fur et à mesure des conversations. Il y a la mémoire visible, mais invisible aussi. C'est-à-dire il dit, écoute, j'ai ça dans ma mémoire, tu peux aller la modifier pour modifier un peu tes résultats, très bien. Mais il y a plein de choses qu'il ne te dit pas qu'il sait sur toi, qui sont présentes dans son contexte, donc dans ce qu'il sait de toi. Tu peux lui demander, est-ce que ça marche ça ? De demander, qu'est-ce que tu sais de plus intime sur moi ? Est-ce que ça marche ça ? Alors ça marche. Tout à l'heure on parlait de... dis-moi un petit peu ce que tu... Dresse-moi mon profil psychologique. Profil émotionnel, profil psychologique, quels sont mes effets de bord, etc. Ça marche très bien. Il n'hésite pas à halluciner s'il ne le sait pas. Par contre, une IA ne te dira jamais qu'elle ne sait pas. Il va juste inventer des histoires. Mais oui, ça marche. Par contre, ça ne te dira peut-être pas tout. Est-ce que c'est fait exprès ? Pas nécessairement, je ne pense pas. Par contre, c'est de la super donnée que ces boîtes-là ont pour pouvoir nous faire des pubs plus tard ou pour pouvoir nous donner la petite info, nous orienter sur la petite info au moment où il y en aura besoin. C'est quoi, pour terminer, c'est quoi la prochaine grande révolution dans l'IA, d'après vous ? En termes d'avancée ? Oui. Quelle est la prochaine grande révolution ? Qu'est-ce qu'on attend là, qui peut arriver très bientôt ? Moi j'ai une réponse qui est que je vais essayer de faire la plus simple. Je trouve que les révolutions de à quel point notre cerveau est intelligent, on est déjà arrivé à quelque chose qui est vraiment très costaud. On est très très fort. Quand je dis on est très fort en tant qu'espèce humaine, à avoir des OpenAI et des Anthropic, des DeepSeek sur des modèles, on est très bon. Je pense que la prochaine révolution, elle est dans l'usage. Ringover, c'est un exemple où en fait ils appliquent la force de cerveau dans la réalité. Et en fait, c'est juste que les cerveaux ont une croissance tellement rapide que les gens n'ont même pas pu s'adapter, ou ils sont obligés de faire des open clos et tout pour essayer de faire... Je pense que ça va arriver petit à petit quand des entrepreneurs vont se coller et vont se dire « Ok, ça a l'air un peu stable, on va construire des solutions. » Et là, les gens dans leur réalité vont voir qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'écrire un mail, qu'ils n'ont plus besoin de gérer XY, qu'un billet d'avion peut être pris en une commande vocale. C'est là qu'ils vont le voir, mais ce qui manque, c'est un peu le scotch entre les deux, entre le monde réel et la puissance de cerveau qu'on a. C'est pas encore totalement démocratisé. Pas encore. Pas encore. Parce qu'il faut des outils au milieu. Et les outils sont pas encore là, parce que ça va tellement vite. Bah si, ils sont là, justement, ils arrivent là. Exactement. C'est typiquement un exemple. Exactement. Et en fait, c'est juste que pour pouvoir commencer à investir en tant que boîte sur ce genre de sujet, faut se dire, moi je me mets à la place de Ringover, et s'il y a un moment donné, je me dis, ok, j'ai ce problème, l'IA permet de résoudre ça, je m'y mets. Mais en fait, les modèles évoluent tellement vite que c'est un risque aussi de se dire, je m'y mets, parce qu'en fait, tu commences à investir sur une technologie qui demain change de nom, change de tête, et donc il faut constamment se réadapter. Donc c'est aussi un taf qui est pas facile, en fait. Et du coup, pour moi, la prochaine révolution, elle est dans l'usage, moins dans les modèles. C'est quoi, pour toi ? Ouais, je suis d'accord. Je trouve que là, on est encore un peu trop avant-gardiste sur plein de sujets. Je pense que la prochaine révolution de l'IA, c'est que tout le monde l'adopte vraiment. Tu l'as très bien résumé. En fait, si on arrive à un point où tout le monde utilise l'IA tous les jours, je pense qu'on aura vraiment fait une sacrée avancée. Après, c'est très dur de prévoir où est-ce qu'on va en termes d'IA, etc. Certains modèles se spécialisent. Il y a quelques années, on se disait, OK, l'IA, c'est simple, ils vont arriver, ils ont des gros modèles aujourd'hui, et l'idée, c'est de faire que des petits modèles spécialisés. C'est plus vraiment le cas. Franchement, ça bouge tellement vite que c'est assez compliqué de se dire, OK, c'est quoi la révolution de demain ? On verra bien. Merci Shubham, merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir de te recevoir ici. Merci d'avoir invité. Je mettrai le lien pour ta chaîne si vous voulez les suivre. Plus YouTube, c'est ça, YouTube et Insta. Ouais, deux principaux réseaux. Ouais, merci. Je vous mettrai tout dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va terminer l'émission maintenant. Allez, pour terminer l'émission sur l'IA, on a appris beaucoup de choses. Mais je suis très content parce qu'on a découvert beaucoup de choses. On se rend compte que finalement, c'est en constante évolution. Je vous mettrai le lien si vous voulez prendre Ringover directement dans la description de la vidéo YouTube ou en podcast audio dans la description de l'épisode. Je vous mettrai les liens directement si vous voulez aller voir pour votre société. Juste, toi, tu es passé de CTO, on dit, à CIO. Ouais. CEO. Qu'est-ce que c'est la différence ? En gros, je m'occupais de la partie produit technique.
et je suis devenu le directeur général de l'entreprise. Donc j'étais en charge de tous les métiers de l'entreprise, du support, le recrutement, le service client, la partie développement tech, commercial, marketing, etc., etc. Donc il a fallu que j'apprenne tout sur le tas. Évidemment, je connais pas tout. Donc j'ai fait, vu que j'avais créé le produit, c'était un peu, je te disais tout à l'heure, un peu mon bébé, tu vois. L'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que tu es complètement légitime, comment est-ce que tu vas avoir ce nouveau poste de direction générale? Donc tu vas te former sur le tas, tu vas prendre une coach qui va t'apprendre ce que c'est que le business, comment marchent les différentes analyses dans le métier, quelles sont les différentes métriques que tu vas suivre, savoir si le business est fait, s'il y a assez de leads, si un commercial est bon, s'il n'est pas bon, comment est-ce que tu l'amènes à l'objectif quand tu le recrutes, etc., etc. Est-ce que tu arrives à avoir une vie privée? C'est très, 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 très compliqué. C'est prenant, c'est passionnant. Moi, je le dis, c'est quelque chose qui... T'as pas l'impression de travailler. Hein. C'est passionnant. Mais du coup, passionnant égale, en fait, tu y vas tout le temps. Tu t'arrêtes jamais, tu déconnectes jamais. J'arrive à prendre des vacances, mais quand je suis en vacances, j'ai un téléphone qui sonne et du coup, je décroche et je vois des messages, je vois des notifications en permanence, etc. T'es sur les groupes WhatsApp ouais, je vais essayer le truc de mail, de réponse automatique. On verra un peu si ça marche. Mais non, c'est très dur de déconnecter. Qu'est-ce que ton entreprise t'a coûté dans ta vie perso? L'investissement, perso, certainement des moments aussi de détente que j'ai pas eu, des moments où tu es contraint de faire. Je pense que c'est le moment le plus compliqué quand tu fais un job. Quand ça te plaît, tu comptes pas les heures. Quand tu es contraint, c'est différent. Je pense que c'est pas évident, on en parlait avant, en plus, c'est pas évident quand tu fais une boîte qui grossit comme ça aussi vite, tu peux pas tout faire bien. Tu essaies de faire au mieux, et après tu essaies de compenser à mort. Tu dors mal à cause du boulot? Oui. Oui. Même si ça marche très bien? Même si ça marche très bien, il y a toujours des choses où en fait... Alors, des galères du quotidien? Personne ne voit rien, mais en fait en interne... Oui, c'est l'objectif, ouais. En interne, tu sais qu'il y a des gens qui veulent partir, que tu essaies de retenir, tu as des gens qui veulent venir, que tu recrutes, génial, tu as des choses à améliorer, des choses à changer. On en parlait, tu as toute l'IA qui vient chambouler tout et tu remets tout en question. Tu te dis, OK, il faut pas qu'on soit en avance de phase, mais il faut pas non plus qu'on soit en retard. Il faut qu'on arrive à suivre ce qui se fait sur le marché et qui marche bien, continuer de grossir, continuer de faire la croissance dans ce marché qui n'est pas forcément simple. Et du coup, tout ça, c'est challengeant. Tu fais jamais la même chose. Tous les jours, c'est différent. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, l'argent? Le fait d'en avoir plus qu'avant, j'imagine? Non. On a des salaires, on est bien payé, mais aujourd'hui, on ne voit rien, c'est fictif. Cette valorisation-là, elle est fictive. Si tu voulais, tu pourrais vendre et avoir la belle vie. Oui, mais pour faire quoi? Ouais, exactement. Pourquoi tu le fais pas? Mais pour faire quoi? Tu vois, moi, je me dis, si jamais je pars de Ringover, déjà de 1, pour faire quoi? De 2, trouver un job pour faire quelque chose qui m'intéresse moins. De 3, quitter un peu cette famille, parce que même si tu as 330 personnes, ça reste une sorte de famille. Des gens avec qui, en fait, tu vas vivre des moments qui sont pas forcément évidents, d'autres super cool, on parlait des séminaires tout à l'heure. Pour faire quoi, tu vois? Tu t'es fait des plaisirs? Non, je pense pas que je suis comme ça. Déjà, avoir ma maison, c'était déjà très bien. Après, non, on investit tout dans l'entreprise. On se dit qu'un jour, ça paiera, c'est génial. En attendant, c'est déjà génial. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est pas la destination l'important, tu vois. Trajet? C'est le trajet. C'est le voyage. C'est quoi la prochaine étape pour terminer? Est-ce qu'il y a une nouveauté qui va arriver sur Ringover? Il y a plein de choses qui arrivent sur Ringover en permanence. On est une boîte produit justement de la tech française qui est connue pour ça. On innove tout le temps en permanence. L'idée, c'est de se dire... Aujourd'hui, Ringover est très très fort sur les conversations, les interactions pour créer du business, principalement pour ceux qui sont au téléphone. Maintenant, on veut couvrir l'ensemble des logiciels des commerciaux avec de l'IA. On en a parlé avec Shubham, hyper intéressant. Comment est-ce que tu vas chercher des leads directement via des clouds, via de l'IA, etc. Comment est-ce que tu les agrèges dans ton système de téléphonie, de conversation, etc. Comment tu fais des rendez-vous qui sont bien préparés avec de l'IA
pour changer l'interaction qu'on a avec les gens, avec les prospects. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA qui sont hyper personnalisées. Je voyais, on faisait une réflexion en termes marketing dans l'entreprise. Aujourd'hui, tu sais, on envoie des PowerPoint de présentation à nos clients en disant « voilà ce que fait Ringover ». C'est un peu désuet. En fait, basé sur la conversation et basé sur ta démo, tu passes ton PowerPoint dans une IA, tu lui dis, basé sur la conversation qu'on a eue, fais-moi quelque chose personnalisé pour ce client. C'est ce que faisaient déjà plein de grands noms, surtout américains d'ailleurs, qui avaient même des boîtes un peu dans les boîtes qui permettaient de faire ça, des analyses en temps réel basées sur le client, basées sur les bénéfices dont ils ont besoin, basées sur leurs problèmes. Et ben nous, avec ça, on peut apporter une expérience qui est différente pour les entreprises d'aujourd'hui. Vous recrutez ou pas? On recrute, bien sûr. Je mettrai les liens aussi, si vous recrutez, un peu tout type de profil. Oui. Je mettrai tout. Si vous voulez aller voir dans la description. Merci Ludovic d'être venu parler de Ringover et d'avoir passé un peu de temps à nous expliquer. On a pu mieux comprendre l'IA, déjà l'intelligence artificielle. Ça a permis de mieux voir et de mieux comprendre où on allait, à quoi ça servait aussi au quotidien pour les entreprises, par exemple avec Ringover, mais aussi pour les particuliers. On en a parlé avec Shubham tout à l'heure. En tout cas, je vous mettrai tous les liens de Ringover si vous voulez dans la description de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous les amis, en 2 secondes avant de nous quitter sur cette vidéo-là. Vous pouvez vous abonner. Vous êtes 150 000, 200 000 à arriver en plus chaque mois à vous abonner. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi, ça nous aide beaucoup sur l'algorithme. Et puis, pas mal de monde se répond aussi en dessous. Vous pouvez liker la vidéo, ça nous aide. Et puis, la petite cloche pour être au courant. On vous met 3 vidéos ou documentaires, 3 interviews ou documentaires chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur Légende. Et on vous met en podcast audio aussi les épisodes. Vous pouvez nous écouter quand vous êtes, que ce soit sur la route, en train de bosser, en train de cuisiner, même chez vous. Vous pouvez le mettre directement, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Et voilà, on a eu le classement là, par exemple, Spotify. On est non seulement le plus écouté, mais le podcast le plus partagé aussi. Et j'ai vu qu'on était vraiment monté au classement monde. Donc c'est voilà, énorme. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter de l'étranger. Donc je vous embrasse fort. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé la vidéo avec moi. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.